l'équipe chinoise avait amené les traducteurs. Et donc quand il y a les traducteurs, ça voulait dire qu'ils parlaient chinois et nous on parlait français. Hostile étant une entreprise d'État, ils nous ont dit simplement ça marche pas. C'est pas la peine d'aller à l'aéroport, on ne vous laissera pas passer. Tant que ça ne marche pas, vous restez. Bonsoir, mon invité aujourd'hui a 52 ans, il est né à Saint-Étienne, il est ingénieur en informatique diplômé de l'INSA de Lyon. Depuis 2021, il est le directeur de DocaPost Applicam, filiale du groupe La Poste. Enfin, tout récemment, il a été élu nouveau président du club Metz Euro Métropole. Gilles Charles, bonsoir. Bonsoir Jean-Milon. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer cette émission en revenant un petit peu sur votre actu. Ce dernier point, votre élection à la présidence club Metz Euro Métropole. Vous avez succédé ainsi à Patrice Bourset. C'était la suite logique, Gilles, ce poste, vous qui êtes engagé depuis 5 ans maintenant dans ce club. Alors c'est une suite effectivement qu'on peut qualifier de logique, d'autant plus que j'avais un rapport très particulier avec Patrice Bourset, puisque c'est quelqu'un que je connais depuis 25 ans. Donc oui, moi je considère que c'est la suite logique de mon implication dans le club, qui a commencé, comme vous l'avez rappelé, il y a 5 ans, et dans lequel je me suis impliqué de plus en plus, avec en particulier le suivi de projets tels que le Trophée MC6, un concours sur l'innovation qui me tient particulièrement à cœur. Comment vous l'avez connu, Patrice Bourset, alors? Vous me dites que vous l'avez rencontré il y a très longtemps maintenant, il y a 25 ans. Quand je suis arrivé en Moselle, on y reviendra peut-être, ma seconde entreprise, était TDF, et c'est Patrice Bourset qui m'a recruté à ce moment-là. D'accord. Voilà, donc on a eu une histoire professionnelle commune, et on s'est un peu, nos chemins se sont séparés, et se sont retrouvés à travers le club que j'ai rejoint il y a 5 ans. La présidence, c'était une évidence pour vous, pour les autres? Il y a d'autres noms qui circulaient? Alors, j'ai eu la chance d'être le seul candidat, et je pense que c'était une évidence de par mon implication de plus en plus forte. Et mon ambition étant vraiment d'être dans la continuité, et comme on pourra peut-être l'aborder, on a entamé un nouveau cycle important puisqu'on a changé de nom et qu'on est devenu le club Metz Euro Métropole. Donc c'était forcément pour moi une continuité logique. Un petit rappel pour nos téléspectateurs, le club Metz Euro Métropole, à quoi ça correspond? Quelles sont ses fonctions? Les fonctions du club Metz Euro Métropole, c'est d'animer le territoire, de créer du réseau et de faire se rencontrer les chefs d'entreprise, les dirigeants. Une des particularités de notre club, c'est déjà qu'il existe depuis 35 ans. Donc c'est quand même un club qui a une belle histoire. Son histoire a commencé sur le Technopole. À l'époque de la création de ce Technopole par Jean-Marie Roche, il souhaitait un club pour animer. Donc en 1987, le club des Technopoliciens, je crois qu'il s'appelait à l'époque, a été créé. Donc on a eu une belle histoire. Et l'année dernière, à la sortie de 2 ans un peu compliqués, que tout le monde a connu et que je ne rappellerai pas, on a choisi d'étendre notre territoire en accord avec l'agence Inspire Metz. Et donc on a changé de dénomination, on s'est appelé le club Metz Euro Métropole. On a rejoint un nouveau siège social Place d'Armes au-dessus de l'agence. Et notre rayon d'action et notre ambition, c'est vraiment de rayonner sur l'ensemble du territoire eurométropolitain. Alors vous parlez de l'évolution du club depuis sa création, depuis plus de 30 ans. Vous avez des chiffres qui montrent aussi son évolution, alors peut-être en termes d'entreprises affiliées, je ne sais pas. Alors, une des particularités du club, comme je le disais, c'est qu'il était sur un territoire assez petit, le Technopole de Metz. Donc en termes de nombre d'adhérents, on a toujours été entre 50 et 100 adhérents. Donc on est désormais autour de 100 adhérents. L'évolution surtout du club, elle a eu lieu à travers ce que le club a proposé, avec des événements qui sont incontournables et connus de beaucoup, avec les petits déjeuners du club, où on va présenter une thématique et qui désormais ont lieu un peu partout dans l'Eurométropole. On en a fait un très beau sur la Moselle, on en a fait un très beau à Osny sur la méthanisation. Récemment, on a eu la chance d'avoir le président de région à l'hôtel de ville. Donc ça, c'est vraiment des éléments marquants et marqueurs du club. Et le club s'est aussi enrichi d'événements qui sont devenus incontournables. J'en ai donné un récemment, mais c'est le trophée MC6. Qu'est-ce que c'est alors les trophées MC6 pour ceux qui ne connaissent pas? Pour ceux qui ne connaissent pas, une des particularités du club, et je n'ai pas eu l'occasion de l'évoquer, c'est que parmi nos adhérents, nous avons
la chance d'avoir beaucoup de représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc on a un lien fort avec cet enseignement supérieur et la recherche. Et dans ce cadre, on a créé 2 événements, dont un qui est le trophée MC6, qui est un concours sur l'innovation, ouvert à tous les étudiants, qui peuvent candidater, qui sont accompagnés avec des formations, parler en public, faire un business plan, qui sont ensuite sélectionnés. Alors les 6 meilleurs sont sélectionnés pour la finale. Ils sont accompagnés par un de nos adhérents chefs d'entreprise. Et il y a une grande finale. Cette année, elle aura lieu au CESCOM le 29 novembre, si je ne me trompe pas, dans laquelle ils vont pitcher en direct pendant 6 minutes, d'où les fameux MC6. Donc c'est 6 projets, 6 par un entrepreneur et 6 minutes pour pitcher. Et voilà. Et on récompense les 3 premiers avec de l'argent sonnant et trébuchant, parce que c'est toujours intéressant d'accompagner les jeunes s'ils ont une création d'entreprise. On a beaucoup de succès sur ces 10 premières années. Mais aussi, pas que, pour la première année, on va aussi les accompagner au-delà avec nos partenaires pour les aider à construire justement leur future entreprise. Pourquoi c'est important que des structures comme celle-ci existent? C'est vrai que ça se développe de plus en plus depuis ces dernières années, des structures, des groupes d'entreprises, surtout dans notre région, avec le Luxembourg qui est pas loin. Je pense que c'est toujours intéressant d'échanger avec ses pairs, pour les chefs d'entreprise, parce que souvent ils peuvent se sentir seuls, donc ça c'est vraiment une vocation. C'est aussi intéressant d'avoir des moments pour découvrir, et c'est pour ça que les événements du club ils permettent de découvrir avec ce qu'on appelle des matinées découvertes. On fait une particularité autour du club, c'est des ateliers d'expertise. Alors c'est pas une conférence, mais les personnes qui participent manipulent, travaillent. On en a fait une récemment sur le recrutement assisté par la réalité virtuelle. Donc les gens ont manipulé avec un casque de réalité virtuelle. Et ça, c'est vraiment une particularité. C'est pas juste écouter, c'est apprendre. Donc je pense que c'est vraiment important de se rencontrer, d'échanger. Et comme je le disais, la particularité du club, c'est d'être proche de l'enseignement supérieur. J'avais eu l'occasion de l'évoquer, et en ce moment, tout le monde y fait face. On a vraiment des difficultés en tant que chef d'entreprise de recruter. Cette proximité permet à nos adhérents d'être très proches des étudiants et pourquoi pas anticiper le futur recrutement. Avant de passer à la suite, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, de continuité avec la présidence de Patrice Bourset. Quel président, justement, vous voulez être? Alors, moi, je pense qu'il y a une différence majeure avec Patrice Bourset, c'est que Patrice était retraité et moi, je suis en activité, donc forcément, ma gestion du club sera différente et plus en lien avec le quotidien d'un chef d'entreprise. La stratégie et l'ambition qu'on a souhaité pour le club avec ce changement de nom et de dimension territoriale, j'y ai participé vraiment complètement, puisque j'ai été vice-président avant, et donc je vais maintenant la décliner, puisque l'objectif c'est décliner, être rayonné plus loin, augmenter notre nombre d'adhérents, renforcer nos partenariats, et on travaille sur un gros événement qui, on l'espère, deviendra un incontournable du club. On peut en savoir un peu plus sur cet événement? À ce stade, c'est difficile. C'est un peu trop tôt? C'est un peu trop tôt. Je dirais juste que le club a aussi une particularité. Comme je vous le disais, on adresse beaucoup de thématiques. Et on est assez attaché à la thématique culture. Donc ça sera probablement un événement autour de la culture de l'entreprise. D'accord, donc un petit indice chez vous pour cet événement. On fait un petit break, Gilles, on passe à la suite avec la pause café. Première question, c'est la même pour tous mes invités. Votre café plutôt court ou long? Plutôt court. Plutôt court. Votre plaisir coupable? J'ai un peu honte, je suis assez gourmand, j'aime bien le chocolat et je mange souvent les gâteaux de mon fils au chocolat sans lui dire. Et c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse, c'est plutôt moi. Oui. Votre loisir passe-temps? Alors, ce que j'aime beaucoup faire du sport, et en particulier, ça fait quelques années que je joue au squash. D'accord. Et c'est vraiment essentiel dans ma vie de tous les jours de me dépenser pendant 3/4 d'heure. Voilà, en plus de votre emploi du temps déjà chargé, on trouve toujours le du temps. Voilà. Quel est votre film préféré si vous êtes un peu cinéphile?
Alors, mon film préféré, c'est un très vieux film, Phantom of the Paradise, de Brian De Palma. Donc, c'est un film. Alors je ne connais pas. Hein, oui, je pense que c'est un opéra rock. D'accord. Et j'avoue, quand je le montre, les gens ne comprennent pas pourquoi c'est mon film préféré. Mais je suis tombé amoureux de ce film quand j'avais 14 ou 15 ans. Et depuis, j'ai bien dû le voir une trentaine de fois. Ah oui, quand même. Oui. Donnez-moi maintenant votre principale qualité et défaut, selon vous. Bon, ça c'est pas toujours évident Non, c'est de parler jamais de facile, soi. Je dirais que moi, en termes de qualité, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le collectif, donc j'ai un vrai esprit d'équipe. Je dirais aussi que je suis fidèle et j'assume mes responsabilités. Parler des défauts, bon, c'est peut-être pareil, pas toujours simple, il faut en avoir conscience. Moi, je pense que je suis très exigeant, ce qui peut devenir aussi un défaut. Et je pense que souvent, je dis les choses un peu trop sans filtre, ce qui peut me créer quelques difficultés par la suite. La valeur qui vous tient le plus à cœur au travail? Et ben, c'est la valeur travail. La valeur travail elle-même. Oui, je pense que. Vous aimez les bosseurs? Je pense que le travail est récompensé. Je pense que ce qui est important, c'est, je dirais pas la pugnacité, mais c'est d'aller au bout des choses. On peut se tromper, mais on y va et on est fier de ce qu'on a fait. Et si on s'est trompé, on recommence et on ne jette pas l'éponge. Donc c'est vraiment ça qui me semble important au travail. On parle de travail. Quelle est votre meilleure anecdote de réunion? Voilà, si vous avez quelque chose un petit peu à nous raconter qui sort de l'ordinaire. Alors oui, je crois que c'est quelque chose quand même qui sort de l'ordinaire. Quand j'ai commencé ma carrière, donc il y a longtemps, ça devait être en 97, j'intervenais en Chine pour construire une aciérie à Shanghai pour Baosteel. Moi, je m'occupais de la partie informatique, hein, je vous rassure. Et tous les jours, quand on arrivait à l'usine, il y avait un compteur. Alors à l'époque, c'était un décompte, mais manuel. Hein. Il changeait des panneaux et ça décomptait le nombre de jours avant l'ouverture de l'usine. D'accord. Et bien sûr, on est arrivé un jour où le panneau était à 0 et malheureusement l'usine n'était pas fonctionnelle. Donc on a fait une grande réunion et là on s'est douté que ça allait être compliqué puisque l'équipe chinoise avait amené les traducteurs. Et donc quand il y a les traducteurs, ça voulait dire qu'ils parlaient chinois et nous on parlait français. Baosteel étant une entreprise d'État, ils nous ont dit simplement ça marche pas. C'est pas la peine d'aller à l'aéroport, on ne vous laissera pas passer. Tant que ça ne marche pas, vous restez. Ah, donc pas le choix finalement. Pas le choix, donc fallait finir le chantier. Et donc on est resté 3 mois de plus sans avoir le droit de sortir. Après voilà, c'était pas traumatisant parce que de toute façon il fallait finir. Mais ça marque quand même. Mais avec le recul, oui, c'est ma réunion la plus particulière à laquelle j'ai assisté. La personne maintenant qui a eu un impact significatif dans votre vie et que vous voulez mettre en avant? Alors il y a, je ne veux pas citer mes parents qui forcément c'est toujours important, mais professionnellement, moi j'ai eu la chance de travailler très tôt dans l'informatique et grâce à une personne qui s'appelait Bruno Viltel, qui habite en Suisse, que j'ai perdu de vue en fait depuis. Mais en fait je travaillais dans l'entreprise pour un job d'été et j'étais à la presse, un métier voilà, qui est ce qu'il est, mais c'était un job d'été. Et en discutant avec cette personne qui était responsable de l'informatique, je lui ai dit que moi j'aimais bien et que je pouvais en faire quelque chose. Donc il m'a autorisé dans un premier temps à faire de la saisie. À l'époque on faisait de la saisie et il m'a, on va dire, accompagné dans mes premiers pas de programmation. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a compté dans ma carrière et dans les choix que j'ai pu faire par la suite. Et puis bien sûr, vous l'avez pu le voir, une autre personne qui a compté forcément, c'est Patrice Bourset, puisque nos chemins se sont beaucoup croisés et on a partagé beaucoup de choses très bonnes et aussi moins bonnes forcément dans un parcours professionnel. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? Alors il y en a beaucoup. S'il fallait en retenir qu'une. S'il fallait en retenir qu'une, moi je suis assez fier. J'ai travaillé quelques années, même très longtemps chez TDF, donc Télédiffusion de France. Je crois qu'on n'a plus le droit de le dire, mais c'est autour de la télé. Et informatiquement, j'étais chef de projet et on s'est occupé de gérer tout ce qui s'appelle le plan de migration de la TNT, donc la gestion des fréquences. Donc c'était des programmes très complexes à l'époque avec du calcul distribué et c'est des outils qui servent encore et qui ont servi à planifier les fréquences de toute la télévision numérique terrestre en France. D'accord, donc c'est quand même quelque chose d'assez gros. C'était un très très gros projet avec de très belles équipes et pour moi c'est un beau succès. Et après il y a eu plein d'autres succès, en particulier chez Docapost Applicam. Et d'ailleurs on va y revenir dans quelques instants, on va parler de votre parcours plus en détail. Vous êtes né donc à Saint-Étienne, vous y êtes resté combien de temps
dans la région? Alors, je suis né à Saint-Étienne et j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. Mes parents y sont toujours et j'ai un frère qui est encore dans la région. Je suis parti étudier à Lyon. Après j'ai rejoint l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, l'INSA de Lyon, et où j'ai fait mes études. J'ai eu la chance de faire ma dernière année d'études en échange à Montréal. Une très belle expérience. Justement, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience au Canada, la culture aussi, qui est différente, c'est difficile à imaginer, mais c'était quand même une autre époque où il n'y avait pas Google, où il n'y avait rien. Je n'étais pas très bon en anglais, donc j'avais été obligé, parce que j'étais dans une université anglophone à Montréal, qui s'appelle Concordia. La chance, c'est que bien sûr, il parle français, c'était quand même pour moi une sécurité. Mais j'avais réussi à me faire accepter. Donc, ce que ça m'a appris, c'est la différence, en fait. Moi, clairement, j'étais très peu sorti de Saint-Étienne et de Lyon. C'est la première fois que je prenais l'avion. Se retrouver à 5000 km, quelque chose comme ça, ça apprend à se débrouiller, ça apprend à faire face aux problèmes, ça apprend à rencontrer une autre culture, d'autres menus, d'autres repas. D'autres personnes aussi, d'autres parce que vous toutes vos connaissances. Bien sûr, là j'ai rencontré beaucoup d'étudiants étrangers. C'était une année, moi dans la mémoire, puis avec le temps on garde forcément que les très très bons souvenirs. C'était une année magnifique. J'y suis retourné depuis quelques fois, mais c'est un très beau pays. Par contre, petit problème, il fait vraiment très 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 froid. Très froid. Quand est-ce que vous êtes arrivé alors en Moselle par opportunité professionnelle? Comment ça s'est fait? Alors, je suis arrivé en Moselle en 2 temps, on va dire. Le premier temps, comme les gens de mon âge, il y avait encore le service militaire. Donc j'ai découvert Épinal puis Lunéville grâce à mon service militaire. Ça ne m'a pas forcément donné envie de revenir, mais plutôt du fait du service militaire que de la région, bien évidemment, que je n'ai pas du tout connu à ce moment-là. Et comme je vous l'ai dit, j'ai passé un peu de temps en Chine et j'étais consultant à l'époque en informatique. Je devais intervenir sur un autre projet à Pittsburgh, aux États-Unis. Ça ne s'est pas fait et mon manager de l'époque m'a dit tu vas à l'Institut de recherche sidérurgique à Mézières-les-Messes. Donc j'ai fait Shanghai-Metz. Et c'est comme ça que j'ai découvert la très belle ville de Metz. De Metz. Après plusieurs expériences professionnelles, vous entrez en 2013 à DocaPost Applicam en tant que directeur des systèmes d'information. Qu'est-ce que c'est exactement cette société? Alors, Applicam, c'est au départ une société historique de Metz qui a été créée en 86. Le fondateur a cédé la société en 2012, je crois. Et c'est là que moi j'ai rejoint cette société. Historiquement, Applicam, c'était une société qui travaillait autour de la carte à puce, mais les choses ont beaucoup évolué depuis. Et comme vous le dites, en 2016, on a été racheté par le groupe DocaPost, filiale de la branche numérique du groupe La Poste. Alors, que fait Applicam, enfin DocaPost Applicam actuellement? Nous, on accompagne nos clients collectivités. On travaille principalement pour les régions et les départements et les métropoles dans leur transition numérique autour de la gestion des aides et des subventions. La particularité, c'est que nous, on gère des aides et des subventions, ce qu'on appelle fléchées, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'elles sont utilisées ce pourquoi elles sont faites. Elles sont faites, d'accord. Voilà. Donc mes équipes, on a à peu près 200 actuellement sur le site de Metz à l'Actipol. Et j'ai une partie de gens qui font de l'informatique, donc qui vont développer les solutions informatiques, les portails, les applications mobiles. Et j'ai une partie de personnes qui font ce qu'on appelle le back-office, qui vont instruire les dossiers, avez-vous droit à l'aide ou pas, et qui vont aussi faire la relation usager, c'est-à-dire répondre aux questions que peuvent avoir nos clients, les clients de nos clients. Aujourd'hui, c'est vrai que le numérique est partout, dans les entreprises, dans les collectivités. Est-ce qu'il y a un retard en France par rapport aux autres pays? Je ne sais pas si vous avez déjà pu voir ce qui se fait un petit peu ailleurs. Je ne sais pas s'il y a un retard. Je pense que nous, on est. Mais il y a un travail encore à faire. À nos niveaux, il y a un travail, il y a des choses différentes. On prend souvent le cas, par exemple, pour l'administration de l'Estonie, qui est complètement dématérialisée, probablement bien plus en avance que nous. On oublie souvent qu'ils sont partis d'une feuille blanche et que c'est beaucoup plus dur de faire bouger un système existant, que ce soit l'administration ou que ce soit une entreprise, pour l'amener vers le numérique. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a beaucoup de qualités. On est aussi spécialiste de se comparer et de se dire qu'on est moins bon que les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'opportunités et on a beaucoup d'idées.
Et vous parlez d'opportunités, est-ce que l'intelligence artificielle en est une justement? Est-ce qu'elle va rentrer bientôt dans ces systèmes informatiques et peut-être nous aider aussi à progresser? Alors, je pense que l'intelligence artificielle est déjà rentrée depuis quelque temps dans votre iPhone, dans notre quotidien. Là, il est vrai qu'il y a depuis quelques mois, le grand public a découvert l'IA générative, ChatGPT pour ne pas le citer. Et oui, là, je pense que ça va bouleverser. Ça a déjà commencé et on a beaucoup de mal à voir jusqu'où ça va aller. Moi, ce que je pense qu'il est important, c'est d'appréhender ces systèmes-là, de savoir les utiliser. Donc, les entreprises, les salariés doivent s'approprier ces systèmes pour être plus efficaces, plus performants. Et puis peut-être effectivement qu'on peut s'interroger s'il ne faut pas un peu de régulation, parce que voilà, on a avec les fake news, avec les vidéos, on ne sait pas trop jusqu'où ça peut nous mener et si on sera capable de faire la différence entre la réalité et ce qu'aura généré l'intelligence artificielle. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut saisir. Et souvent, on parle de révolution. Là, je pense que le terme n'est pas galvaudé. C'est une révolution qui va impacter tout le monde dans sa vie du quotidien et du travail. Est-ce que, selon vous, ça va supprimer des emplois ou ça va plutôt être une destruction créatrice finalement? Enfin, là, c'est une question quand même qui est assez complexe et je ne suis pas en capacité de le dire. Moi, mon sentiment, et c'est plutôt un sentiment, c'est que quand on a emmené la robotisation, beaucoup ont cru que c'était la fin. Voilà, ça a juste créé de nouveaux métiers, ça nous a permis d'aller plus loin. Je pense que l'IA, il faut la saisir comme étant une opportunité de faire des choses différentes. Faut en avoir peur. Je ne crois pas. De toute façon, elle est là, et puis ça ne changera rien d'en avoir peur. Je pense que c'est vraiment une opportunité à saisir pour les personnes. Voilà, l'avenir le dira. Mais moi, je n'imagine pas un scénario catastrophe. Je préfère être optimiste. Bon, on espère que ça va en tout cas bien se passer. Allez, on termine avec l'addition. C'est parti. Votre domaine, Gilles Charles, c'est l'informatique, donc je vous ai préparé un quiz sur ce sujet. Pas de surprise, on compte pas les points, pas de pression non plus. À chaque fois, je vous donne plusieurs possibilités de réponse, une seule est juste. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti. Très facile pour commencer, quel est le langage informatique le plus courant utilisé pour écrire les pages web? HTML, HTTP ou Java? HTML, je dirais. HTML, effectivement, Hypertext Markup Language. À quoi est égal un octet? À 8 bits BYTES ou à 8 bits BITS? 8 bits BITS. BITS, effectivement, bonne réponse. 2 sur 2. Troisième question, comment s'appelle la technique utilisée par les fraudeurs qui consiste à dérober vos informations personnelles en se faisant passer par votre banque via un courrier électronique ou un site web falsifié? Le spam dexing, le backdoor ou le phishing? Le phishing. Le phishing, effectivement, ou hameçonnage, consiste pour le fraudeur à se faire passer pour un organisme qui vous est familier. Quatrième question, comment s'appelait l'ancêtre d'Internet créé par le département américain de la Défense? Est-ce que vous avez besoin de propositions? Je pense qu'avec les propositions, je pourrais trouver, okay. Mais de tête, non. Bionet, Usenet, Apranet? Je dirais Usenet, mais je sais pas Usenet. C'est Apranet. Un des premiers réseaux informatiques construits en 1969 comme un support robuste pour transmettre des données militaires sensibles et pour relier des groupes à la pointe de la recherche à travers le territoire des États-Unis. Autre question, combien vaut un mégaoctet? 1 million d'octets, 1000 octets ou 1024 octets? On dit un mégaoctet. 1024. C'est 1 million d'octets. 1 million d'octets, oui, excusez-moi. Ça devient de plus en plus technique. Question suivante, quel est le classement européen de la France en termes de création de start-up en intelligence artificielle? Des chiffres datant de 2019, première, deuxième ou troisième, selon vous, comme ça? Allez, on va dire premier. Premier, non, presque deuxième, derrière le Royaume-Uni. Alors tout le monde sait ce que c'est un bug. Quelle est l'origine de ce mot d'après vous, Gilles? Vous le savez? Oui, parce qu'avant les ordinateurs, c'était des ordinateurs à lampe et il y avait donc des cafards, c'est ça, c'est des insectes et qui brûlaient, qui faisaient brûler les lampes et donc ça faisait dysfonctionner le système. Donc c'est de là, selon moi, que vient le terme. Effectivement, le premier bug est attribué selon la légende à un insecte, un papillon. Voilà, pas un cafard, mais un papillon, selon la légende. En 2030, quelle sera la part des métiers transformés par le numérique, en particulier par l'intelligence artificielle? On en parlait. Selon vous, entre 25 et 30%, autour des 5% ou près de 85%?
Alors moi je dirais 85%. 85% effectivement, c'est la bonne réponse. Alors même si pour l'instant on ne sait pas vraiment, c'est la tendance qui se dégage. Bravo et merci, Merci. Gilles, Merci pour à vous, votre venue. Un petit mot de la fin, une citation, une phrase, un dicton que vous aimez bien peut-être. Alors, moi j'aime bien la phrase qui dit que tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, parce que je pense que le succès d'une entreprise, mais dans la vie de tous les jours, c'est le collectif. Et quand on est ensemble, effectivement, on va beaucoup plus loin. Toujours dans cette idée d'esprit finalement d'équipe. Et exactement, c'est le meilleur moyen de passer les difficultés, d'avoir des idées innovantes et de réussir. Merci encore pour votre venue et votre temps. Et puis merci à vous bien sûr de nous avoir suivis depuis chez vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.